Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Follow Me. Je reçois aujourd'hui une voix très connue de la radio. Si vos parents avaient l'habitude d'écouter France Info sur le chemin des vacances ou sur le chemin du travail de façon assez matinale, il y a de fortes chances que vous l'ayez déjà entendu. Vous allez reconnaître cette voix de radio suave de ses premières notes. J'ai le plaisir d'accueillir Jérôme Colombin. Salut Jérôme. Salut Chris. Alors, je suis ravi d'être là. Ça va être dur parce que je suis un peu enrhumé aujourd'hui. Donc là, c'est dommage, on tombe pas le bonjour. On reconnaît quand même ton timbre de voix très remarquable. On le reconnaît. C'est gentil. C'est la magie de la radio, c'est surtout, tu sais, la répétition. C'est ça qui est génial avec la radio. C'est vrai. J'avais failli faire un lancement avec Alors, c'est pas un tic de langage, c'est quelque chose que tu utilises assez régulièrement, parce que moi, j'étais un auditeur, évidemment, de Nouveau Monde, la chronique que tu as animée pendant des années sur 27 ans. 27 ans sur France Info. Tu commençais souvent par vous avez sûrement... Vrai ou faux? C'est possible. Oui. Vous avez peut-être. Oui. Tu sais, on essaye d'impliquer l'auditeur, de le concerner. Donc, oui, moi, c'était peut-être mon truc à moi, ouais, en effet. Et donc, c'est l'accroche. Mais c'est vrai que c'est une bonne manière parfois de démarrer une chronique. Parce que c'est pas facile non plus non, mais surtout sur la tech. Des attaques tous les matins, voilà. Surtout sur la tech, qui était un sujet aujourd'hui qui est complètement banalisé. Mais quand j'ai commencé, ça concernait pas tout le monde. Ouais, il fallait donner des exemples, remettre dans un contexte, essayer d'aider l'auditeur à se transposer dans quelque chose. Ouais. Bien sûr. Mais tu sais, j'ai une micro-anecdote. Au début où j'ai commencé à France Info à parler de tech, dès qu'il y avait une dépêche avec le mot disque dur ou processeur dedans, on me l'a donné. C'était des dépêches sur papier. Hein. On l'a découpé. Et puis d'un air dégoûté, le rédacteur en chef me disait « Tiens, c'est pour toi ». L'air de dire « Je comprends rien. En plus, ça sent mauvais ». Ouais, alors que maintenant, ils se jettent tous oui. sur ces sujets. Alors, avant de parler de cette époque France Info, même si on va y revenir assez rapidement, est-ce que tu peux te présenter, Jérôme, nous raconter quel est ton cursus, ton parcours, d'où tu viens ? Écoute, moi j'ai l'habitude de dire que tout simplement je suis journaliste à la base. J'ai fait une école de journalisme, en l'occurrence l'école de journalisme de Bordeaux. Avant, je suis un peu passé par Sciences Po, etc. Parcours assez classique. Et je suis passé aussi par les radios libres, les années 80, l'explosion des radios libres. Mais en fait, j'ai vraiment eu la chance de vivre deux révolutions simultanées. L'explosion de la radio libre. Alors, ça voulait dire quoi? Ça voulait dire que quand j'étais tout petit, il y avait 3 ou 4 stations de radio. Et que quand j'étais adolescent, tout d'un coup, il y en avait 500. Et ça, c'est une transformation que les plus jeunes ont du mal à imaginer. Et la deuxième... Donc, j'ai essayé... Radio libre, c'est des radios, pardon, je te coupe, mais des radios pirates, en fait, qui émettaient alors au début, non officielles, c'est ça? Elles sont devenues officielles après 1981, après l'élection de François Mitterrand, l'arrivée de la gauche au pouvoir. Il y avait une grosse pression pour qu'il libéralise les ondes, qui étaient jusque-là monopole d'État. Et du coup, ça s'est ouvert. Mais ce qui était amusant, c'est qu'avant même l'arrivée au pouvoir de Mitterrand, il y avait déjà des radios qui avaient commencé à émettre et qui, pour le coup, étaient complètement pirates. Et puis, il y avait des radios beaucoup plus anciennes, des années 60, 70, qui étaient des vraies radios pirates. La plus connue étant Radio Caroline, qui était une radio... je crois que c'était surtout des Anglais qui faisaient ça, qui émettaient depuis un bateau en dehors des eaux territoriales, parce qu'elle était complètement illégale. Elle s'est fait arrêter plusieurs fois. Good Morning England, non, c'est pas ça? Ça doit être ça, ouais, je crois que c'est ça. Bon, j'ai pas vécu ça, hein. J'étais vraiment tout petit à l'époque, mais c'est la filiation. Et ça, c'était la première révolution. Et je te disais une deuxième révolution qui était l'arrivée de l'ordinateur. Et c'était au même moment. 1980, c'est l'arrivée dans ces eaux-là, la démocratisation du micro-ordinateur. Et là, c'est pareil. Moi, j'avais 17, 18 ans, 19 ans. Et j'ai sauté là-dessus parce que j'ai compris qu'il y avait un truc génial à faire avec ça, quoi. Pour revenir sur les radios libres, comment on fait pour... Tu contribuais à ces radios libres pour bien comprendre, tu les écoutais, mais tu contribuais aussi. Comment on devient... c'est ce qui m'a fait un peu rater mes études. Mais comment on devient pas toutes, mais bon. Animateur? Comment on intervient dans une radio libre à l'époque? C'était par du bouche à oreille. C'est mon père qui connaissait. Donc ton père était de Mèche quand même. Pas du tout. Oui, il était de Mèche. Il m'a. Ok, mais il n'était pas du tout dans ce milieu-là. Hein. Il est ingénieur et il avait parmi ses relations, il connaissait quelqu'un qui
qui faisait partie de l'équipe qui allait créer la... Bon, je vais tout te dire, c'était à Aix-en-Provence, la radio s'appelait Radio Méditerranée Provence, et j'ai eu la chance parce que c'est celle qui a eu tout de suite suffisamment de moyens pour devenir la plus grosse radio du coin. Et donc on y allait ensuite par cooptation. Tiens, j'aimerais bien faire de la radio. Ah ouais, bah viens, dimanche prochain, apporte tes disques. Et puis vas-y. Mais c'est ça, c'était ça. Toi, t'as porté tes disques durs, du coup Non, mes disques, mes vinyles. J'ai bien compris. C'était un jeu de mots parce que comme ah oui, d'accord. Tech, bon, bref. Non, j'étais sur disquette encore à l'époque. Et puis de fil en aiguille, après j'ai un pote à moi qui faisait mon réalisateur. Et puis après j'ai commencé à faire une émission. C'était une émission littéraire, c'est-à-dire que je parlais des bouquins qui allaient sortir et puis on mettait de la musique et voilà. Au début, t'es pas payé, puis au bout d'un moment, après tu commences à être payé, etc. C'est pas le sujet de ce podcast, mais ça m'intrigue quand même. Tu disais qu'au moment où ils ont légalisé, autorisé ces radios libres, c'était l'une des radios qui finalement avait les reins les plus solides et qui a pu persister, persévérer. Mais quelles étaient, ça vivait de quoi une radio libre à l'époque ? C'était complètement des privés. Il n'y avait pas de pub et tout. C'était des investisseurs privés, c'était des entrepreneurs. Okay. Je crois qu'il était imprimeur ou quelque chose comme ça, le principal entrepreneur. C'était deux mecs qui s'étaient mis ensemble, ils avaient mis de l'argent. La radio se trouvait dans son garage. Comme Steve Jobs, j'ai démarré dans un garage, c'était pas le mien, mais bon. Et c'était leur argent, leur fonds propres, et ils avaient l'ambition de pouvoir ensuite créer quelque chose. Dans le sud de la France, il y avait 2 radios qui sont devenues grosses. Radio Méditerranée Provence, RMP à Aix, où moi j'étais. Et il y en avait une autre à Marseille qui s'appelait Radio Star. Et tu sais qui travaillait à Radio Star ? François Sorel. François Sorel, exactement. On se connaissait pas. On va en parler dans quelques minutes. Ok, très bien. Donc, tu enchaînes. Tu dis que tu as raté tes études, mais malgré tout, pas tout à fait. Ouais, tu as quand même fait une école de journalisme. Oui. À ma connaissance, c'est quand même sur concours. Oui, ça a très bien marché. C'était les plus belles années de ma vie parce que j'avais trouvé ma voie, quoi. Il n'y avait aucune hésitation. Moi, j'ai su que je voulais devenir journaliste. Je savais que je voulais aller vers la communication. Donc, je travaillais à la radio, mais je faisais autant DJ que pseudo-journaliste. Et puis, un jour, je suis allé couvrir c'était un salon d'écrivains. Et je suis allé avec mon petit magnéto, mon petit micro, et j'ai découvert ce truc qui fait que quand tu as un micro en main, tu peux parler à tout le monde. Tu peux aborder tout le monde. Bonjour, j'ai 2 questions à vous poser. Tu dis qui tu es, où tu le dis pas, etc. Et là, je me dis, putain, mais moi, c'est ça que je veux faire. Mais c'est incroyable comme job. Et je suis rentré le soir chez moi, j'ai dit, c'est ça que je veux faire. Mais je savais pas ce que c'était. Je savais même pas que ça s'appelait journalisme. Et après, je me suis renseigné et donc j'ai fait l'école de Bordeaux et ça a été les 2 plus belles années de ma vie. Ça a très bien marché, voilà. Et qu'est-ce qui t'intéressait dans le fait de tendre ton micro à des gens ? Parce que tu avais déjà cette volonté d'aller chercher chez eux quelque chose, c'est un bon mot, une réaction, je pense qu'il y a plusieurs motivations au fait d'être journaliste. Tu as les gens qui sont journalistes parce qu'ils sont quelque part, entre guillemets, militants. Voilà, ils veulent, alerter sur ce qui va mal dans le monde, etc. Ils ont une conscience. Honnêtement, c'était pas mon moteur. Moi, mon moteur, c'est la com, c'est de raconter des histoires, c'est de faire passer des choses. Et en fait, ça venait de loin parce qu'à 14 ans, j'enregistrais des émissions sur des cassettes. Et donc, c'était le côté prod, c'est ce que je fais aujourd'hui en podcast. Comme au sens transmission d'information, voilà, d'un savoir, pas ça. Comme au sens j'ai d'une entreprise à non, communiquer. Non, il n'y avait pas ce moteur intéressé en quelque sorte. C'était vraiment raconter des choses à des gens qui ne connaissaient pas ce dont je leur parlais. C'était vraiment ça le truc. C'est, vous savez quoi, moi j'ai découvert ça, c'est génial, il faut que je vous raconte. Ça, ma vie, c'est ça en fait. Ok. Donc tu finis tes études de journalisme à Bordeaux, à l'école, et ensuite tu enchaînes tout de suite avec ton premier job. J'ai eu de la chance, c'était l'époque bénie où on trouvait très facilement du boulot, et donc stage, CDD, CDI à Radio France, à Bordeaux, Radio France Bordeaux-Gironde, ça s'appelait comme ça à l'époque. Aujourd'hui c'est France Bleu. Où je suis resté 7 ans et ensuite je suis venu à Paris à France Info. Et alors, pourquoi la tech ? Parce que c'est quand même ce qui te caractérise, tu es connu pour ça, reconnu pour ça, c'était ton sujet de prédilection pendant des années, ça l'est encore. Comment ce virus t'a pris ? Alors, moi, j'ai un parcours vachement cohérent, en fait, parce que c'est vrai qu'au début, quand j'étais journaliste polyvalent, je faisais tout. À un moment, j'étais spécialisé justice. J'adorais. Je passais ma vie au palais de justice. J'aimais beaucoup. J'ai fait 2-3 manifs, des faits divers, des choses comme ça. Mais c'est normal. Tu fais ça quand tu débutes. Il faut que tu touches à tout. Et pourquoi la tech ? Parce que, comme je l'ai dit, parallèlement, j'avais découvert l'informatique en étant assez jeune et ça m'a jamais quitté.
Il y a eu aussi un moment où j'ai un peu hésité. Je te disais tout à l'heure, j'ai su quand je voulais être journaliste, mais je ne sais plus si c'était avant ou après. Parallèlement, je faisais des programmes, j'écrivais des programmes sur ordinateur. Et vraiment, à un moment, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Est-ce que je vais vers l'informatique ou est-ce que je vais vers la communication? Et le calcul que j'ai fait, il était assez simple. Je me suis dit, en fait, si je vais vers le journalisme, j'aurais peut-être espoir de pouvoir revenir ensuite, d'intégrer l'informatique dans le journalisme. Alors que l'inverse, ça me paraissait impossible. Et encore, quand tu as 20 ans, tu ne comprends pas trop comment les choses sont faites dans le monde, en réalité. Mais ça me paraissait quand même un peu plus compliqué. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi le journalisme, et c'est pour ça que je n'ai jamais abandonné l'informatique. Et quand je suis venu... Alors, j'en ai pas fait à l'antenne avant d'arriver à France Info vers 94-95, où là, on commençait vraiment à parler d'Internet. Mais en fait, j'avais déjà précédemment proposé à France Info de faire une chronique régulière. C'était la grande mode des chroniques. On faisait des chroniques sur tout, la pêche, le machin, le truc. Et les chroniques, c'était, grosso modo, c'était des passions, quoi. Chaque journaliste exprimait sa passion. Moi, j'avais dit, on pourrait faire un truc sur l'informatique. L'informatique, ça n'intéresse personne, puis on n'a pas d'ordinateur à la maison, franchement, à quoi ça sert? Et puis, il était très intelligent, le directeur de l'époque, c'est Pascal Delannoy, et 6 mois après, il est revenu me voir, il me dit, t'as toujours envie de faire un truc d'informatique? Et ben voilà, et ça a commencé, une le samedi, puis une le dimanche, et puis, etc. Tu sais ce qui a fait changer d'avis? Oui, bien sûr, c'est que c'était un vrai journaliste. Bon là, il a pris sa retraite, mais et simplement, il était en alerte sur tous les sujets importants du moment et il sentait bien qu'il se passait quelque chose. Il n'était pas particulièrement geek, il ne connaissait pas grand-chose. Je lui disais, ouais, putain, il faut que tu achètes ça comme ordinateur, machin, etc. Ça lui passait complètement au-dessus. Mais en tant que journaliste, il sentait que c'était important. Il fallait s'en occuper, parler de ça aux gens. Et au moment où tu lances cette chronique, elle s'appelait déjà Nouveau Monde ou c'est venu Non, après? elle a eu plusieurs noms. La toute première, elle devait s'appeler Info Informatique. Ensuite, le dimanche... Il n'y avait pas de service marketing. Ah ouais, non, c'est le service, c'est Radio France. Après, il y a eu le dimanche en plus Infonet, parce qu'on parlait d'Internet, mais qui est arrivé après. Et puis après, c'est devenu Multimédia. Enfin, il y a eu plein de noms et c'est devenu Nouveau Monde, je ne sais plus quand. Voilà, sur le tard. On peut dire que tu étais pionnier sur ces chroniques technologie à la radio, parce qu'il ne devait pas exister grand-chose sur les autres radios généralistes nationales. Honnêtement, quand j'ai commencé ces chroniques-là, il y avait ce qu'on appelait des journaux d'informatique. SVM, 01 Informatique, il y avait une belle presse informatique. Je sais très bien, c'est pour ça que je te fais ce clin d'œil. Sympa. Il y avait une belle presse informatique, mais c'était de la presse spécialisée. C'était pour les fans, comme il y avait de la presse automobile, de la presse, etc. Et il n'y avait rien dans les médias généralistes, c'est-à-dire les grands médias, entre guillemets. Et moi, j'ai lancé ma chronique 15 jours avant le cahier multimédia de Libération. Libération a été le premier journal à s'intéresser de manière régulière à ces questions-là. Et voilà, on a démarré quasiment en même temps. Ok, donc tu as démarré ta carrière finalement avec des chroniques. Tu avais assez peu d'invités, ou rarement, si tu en avais quand même. Non, au début, j'en avais pas du tout. Après, on a fait une tranche invitée. Bon, il y a une contrainte à France Info, c'est que les formats sont très très courts. Donc les chroniques, c'est 2 minutes. Pour un invité en 2 minutes, ça n'a pas grand-chose. Après, j'ai commencé à faire un peu des interviews à droite à gauche, mais puis c'était pas facile de trouver des intervenants sur ces questions-là. Quelquefois, il y avait un jour, je reviens à la rédac avec l'air complètement réjoui, la banane et tout. Et je dis, ouais, j'ai une interview de Bill Gates. Et oui, Bill Gates était à Paris, il était venu présenter, je sais plus quoi. C'était même pas Windows 95. Les mecs, ils me font, les rédacteurs en chef, de qui tu parles? Bill Porte, c'est qui celui-là? Voilà, donc c'est pour te dire. Et ça, c'était génial. Mais t'en as fait quoi? Tu l'as diffusé? Oui, je l'ai diffusé, mais alors c'est compliqué, il fallait trouver un doublage. Enfin, c'était pas une interview one-to-one, c'était 3 mots comme ça, une réaction. Tu l'as gardée? Elle doit être sur un bobino au fond de ma cave, oui. Ce serait pas une bonne idée de ressortir quelques il y a des trucs rigolos. Je me souviens de la dernière keynote de... Ouais, là, ça fait un peu je vais faire ma guerre, mais la dernière keynote dernier passage de Steve Jobs à Paris. Au dernier Apple Expo à Paris. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait ça à Porte de Versailles, Apple Expo. Ouais, tout à l'époque où Apple ne boudait pas les salons. Enfin non, c'était leur salon, mais à Paris.
C'est vrai, c'est ça. Alors, je sais pas si vous, de l'autre côté du micro, vous avez envie d'entendre ça, mais moi, j'ai très envie. Donc, tu te débrouilles, fais-nous une soirée, fais-nous un truc. Faudrait que j'aille voir à l'INA. Peut-être que c'est l'avantage, c'est que l'INA garde énormément de choses. Ouais. Tu pourrais accéder gratuitement à tes propres archives ou tu es obligé de payer? C'est pas gratuit, pas du tout. Mais c'est pas moi. D'abord, elles m'appartiennent pas. Je travaillais pour le service public, donc les droits sont au service public. Tout à fait. Mais là, c'est une parenthèse. Mais si France Info ou France Inter veut rediffuser des émissions qui sont passées chez elles, mais qui viennent de l'INA, il faut payer l'INA. C'est comme ça. C'est c'est à peu près la même maison, cela dit. C'est le service public. C'est pas la même maison, mais c'est c'est deux. Les collègues. Oui. À un moment, l'INA était à la maison de la radio d'ailleurs. Maintenant, ils n'y sont plus. Jérôme, on va parler un peu des coulisses de ta production. Mais même avant ça, bien sûr, j'ai raté une énorme étape. Donc aujourd'hui, tu ne travailles plus à France Info, depuis quelques années maintenant. Juin 2021. Voilà, donc tu as créé ton podcast qui s'appelle Monde Numérique. Monde Numérique. Raconte-nous un peu, qu'est-ce qui t'a amené à créer ce podcast? C'était quoi? Tu pouvais plus supporter de ne plus parler dans un micro? Il fallait que tu produises, que tu crées? Non, ça s'est pas passé comme ça. Vas-y, raconte. J'ai pris de l'élan. Le coup était prévu avant que je quitte France Info. Et j'ai quitté France Info avec ce projet-là. C'est-à-dire qu'en fait, il y a la version officielle, la version officieuse. La version officielle, c'est que, c'est super la radio, le service public et tout. La version officieuse, c'est que j'en avais fait le tour, en fait. Et puis surtout que 27 ans. Ouais, 27 ans. Et puis j'essayais de sortir un peu de mon créneau, de mon couloir, et je suis pas arrivé. J'allais voir les directeurs, je dis écoutez, moi j'aimerais faire autre chose, je veux aller vers des formats plus longs, je veux aller vers éventuellement du podcast, etc. On me dit c'est super. Pourquoi tu fais pas ça pendant tes vacances, des séries spéciales et tout? Ah oui, mais je dis mais c'est pas exactement ce que j'ai en tête, tu vois. Oui, mais nous on a besoin de toi à l'antenne. Ils avaient besoin de moi à l'antenne. Donc j'ai essayé plein de trucs, j'ai frappé à plusieurs portes au sein de Radio France. Et toujours dans les nouvelles technologies? Oui, je voulais capitaliser là-dessus parce que c'est là où je m'en sortais pas trop mal et puis j'avais mon réseau, etc. Puis je reste passionné, donc je voulais rester là-dedans. Et puis quand j'ai commencé à parler de podcast, on m'a dit tiens justement là il y a un truc, il y a un guichet qui vient de se créer, tu peux faire un projet. Je dis mais de quoi tu me parles là? Ça fait 27 ans que je suis là, t'es le directeur ou je sais pas quoi, enfin tu es en train de me dire va au guichet pour faire la queue. Non, franchement c'est pas cool quoi. Ça m'a un peu énervé, j'étais un peu il y avait de la lassitude et donc je me suis dit je vais essayer de partir et de faire ça ailleurs. Parallèlement, je voyais que le podcast reprenait du poil de la bête. Et donc, je me suis dit, il y a peut-être un truc à faire. Et j'ai vraiment préparé mon coup très à l'avance. C'est-à-dire que je suis quitté en juin 2021. Mais le podcast, je le préparais. Ça faisait 6 mois ou 1 an que peut-être 6 mois, j'écoutais plein de podcasts. Je me suis replongé dans cette créateur économie dont on parlera peut-être tout à l'heure, qui n'était pas mon univers finalement. Et je me suis dit... j'ai fait synchroniser les deux, en fait. Donc, j'ai quitté France Info et je savais que 15 jours après, je lançais le podcast et j'avais un peu tout prévu, le nom, le truc, le machin, le business model, etc. Alors, 6 mois, 1 an pour travailler sur ce projet, ça peut paraître long. Mais c'était aussi le temps que... il y avait toute une histoire personnelle, quoi. Moi, je me demandais si j'allais vraiment quitter la radio. J'étais tellement bien. Tu quittes pas. Je comprends. Tu vois, j'avais une super planque. Entre guillemets, j'étais bien traité, grosso modo. On m'appelait monsieur, j'étais rentré comme stagiaire à France Info. Mais c'est un peu ça aussi qui m'a fait partir, je crois. Tu rentres comme stagiaire dans une boîte et puis le temps de dire ouf, t'as des nouveaux qui sont arrivés qui t'appellent monsieur. Tu dis, oh merde, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Et j'avais pas envie d'être le monsieur machin bidule, à part pour le confort que ça donne, qui fait qu'on te donne un peu moins d'ordre et qu'on te respecte et que voilà, ça c'est bien. Mais ça suffisait pas. Et puis je pense que vraiment, donc après ça c'est corrélé aussi à une question d'âge, à une question d'évolution de carrière. Et j'avais furieusement envie de faire un truc, en solo et 2, de créer quelque chose. Et de pas seulement travailler pour une entreprise. Alors c'est formidable de travailler pour France Info parce que c'est une marque incroyable qui a un prestige génial. Mais tant pis, j'ai pris ce risque-là. Je me suis dit, tant pis, on va voir. Et puis,
Alors la bonne chose, c'est que je m'attendais à disparaître des radars au bout de 6 mois, et non, il y a beaucoup de gens qui me connaissent et qui me font confiance, etc. Parce que finalement, tu n'as jamais arrêté, parce que tu as quitté juin 2021, c'est ça? Et tu as enchaîné ouais, j'ai quitté le 1er juin et je crois que j'ai lancé le podcast le 12 ou un truc comme ça. Voilà, donc, mais je voulais pas, j'ai failli m'arrêter. Je me suis dit, ouais, génial, je vais me faire à la cool, je vais me prendre 3 mois de vacances et tout. Et puis en fait, non, je me suis dit, c'est du suicide, il faut démarrer tout de suite. Après, je pense que j'aurais pas pu parce que je suis plutôt ce genre un peu actif. Après, on va arrêter de revenir sur le passé. Sur le passé, mais Jérôme, nous, on se connaît très bien parce que tu étais dans mon équipe quand je dirigeais 01net. Tu faisais la paire avec François Sorel, mon ami, avec qui vous avez créé la chaîne Techno qui est devenue 01net TV. Tout ça pour dire que la chaîne Techno, 01net TV, ça a toujours été distribué aussi en podcast et depuis même longtemps avant le retour en grâce du podcast. Dès la fin des années 2000, quoi. Enfin, c'était 2008, 2009, hein, même avant ça, je crois. La chaîne Techno ? Ouais, la chaîne Techno, la distribution, la version audio de vos vidéos, c'était déjà... Ça n'a jamais disparu d'iTunes et après sur Apple Podcast. Donc, tu as toujours été finalement dans le podcast game, quoi. Écoute, tu sais quoi ? On a lancé notre premier podcast avec François Sorel en 2006. Ah oui. 2006, ça s'appelait Dialogue, Cisco Dialogue. On était en deal avec Cisco. En 2007, on a créé la chaîne Techno. C'était des vidéos sur YouTube. Et sur Dailymotion, d'ailleurs. Et sur Dailymotion, tu as raison, bien sûr. Oui. C'était plutôt sur Dailymotion. Oui, absolument. Non, mais j'attendais que tu m'en parles parce que, évidemment, dans ma décision aussi de quitter France Info et de faire mon aventure podcast, la chaîne Techno a été fondamentale parce que ça m'avait donné une expérience. Et avec François, on avait énormément défricher le terrain dans des tas de domaines. On avait découvert plein de trucs. On avait découvert comment ça se passe de créer des contenus soi-même, de les monétiser, de les valoriser. Et on faisait ça en parallèle de nos activités de salariés. Ce qui était parfois un peu compliqué. Aussi certaines tâches. D'automatiser. Ouais, ça, c'était pas tellement automatisé à l'époque. Hein. Non, mais j'ai souvenir de réunions qu'on faisait ensemble où tu me montrais, tiens, j'ai trouvé tel petit plugin qui permet de convertir ma vidéo en fichier audio et ça me crée automatiquement un flux audio dans iTunes. Du coup, j'ai pas besoin de refaire le montage, etc. Tu avais Feedburner aussi, je sais pas si tu te rappelles. Oui, bien sûr, Feedburner. Pour envoyer l'usine à gaz, pour envoyer le flux sur les plateformes. Ouais, non, mais il n'y avait pas quand même tous les outils qu'on a aujourd'hui dans l'univers du podcast pour héberger, distribuer, diffuser des contenus audio sur toutes les plateformes. Aujourd'hui, pour monter un podcast, tu appuies sur 3 boutons, bien sûr, évidemment, mais et c'est parti. À l'époque, c'était un truc de bricolo, quoi. Et quand on voulait, un moment, on voulait simplement... Attends, c'était quoi ? On hésitait pour savoir si on allait vraiment diffuser sur Dailymotion et on voulait garder un peu la propriété. Tu vois, on était malin aussi. On se disait, tiens, il faut peut-être pas tout laisser échapper et donc, on avait fait un site web et il fallait que le site puisse streamer des vidéos. Et c'était une usine à gaz. Il fallait paramétrer le serveur. Je ne savais pas le faire. Je m'étais fait aider. Il fallait trouver un player. Il fallait... tu faisais tout toi-même, quoi. Tu construisais ta maison, les fondations. Et c'est tout juste si tu n'allais pas couper le bois dans la forêt pour faire la charpente, quoi. C'est exactement ça. Et effectivement, donc cette expérience t'a montré qu'il y avait une vie en dehors de la maison de la radio. Et c'est sûr que ça t'a donné de l'élan dans ce que tu fais aujourd'hui. 100%. Donc si on parle de ton podcast, Monde Numérique, raconte-nous un peu comment tu l'as construit, comment tu l'as pensé, qu'est-ce que tu as envie d'apporter à tes auditeurs ? Quand j'ai lancé Monde Numérique, j'avais donc beaucoup écouté, regardé ce qui se faisait, ce qui existait en termes de podcasts. Il y avait beaucoup déjà de podcasts tech. Disons que moi, je me suis dit, bon, en quoi je peux me différencier ? Et il y avait beaucoup de podcasts de contenu tech qui étaient intéressants, mais c'était un peu c'était des gens sur leur canapé qui discutaient entre eux, qui débattaient, etc. Je me suis dit, je pense que je peux apporter quelque chose de plus, qui est tout simplement ce que je sais faire, c'est le côté journalistique, c'est donc des interviews, de l'info, etc. Et c'est pour ça que c'est pas un podcast trop, comment dire, moi je fais pas passer particulièrement de messages personnels ou autres, mais c'est des interviews. Monde Numérique, c'est 3 interviews par semaine. C'est pas un portrait, une rencontre avec une personne, c'est 2 à 3 interviews, donc c'est une charge de travail en plus qui est assez conséquente. Et ce que je voulais apporter, c'était vraiment ça. C'était ce que je faisais sur France Info, Nouveau Monde, mais en version XXL.
Donc, des news, un peu de réflexion, un peu de coup d'œil sur des innovations notamment françaises, parce que voilà, on est français, c'est normal de valoriser un peu les innovations françaises, un peu d'analyse, de décryptage et tout, et puis une espèce de parcours. Bon, après, c'était pas. Moi, je n'ai pas ton talent marketing, Christopher, que j'ai toujours admiré chez toi, et c'est pas de la flagornerie. Non, c'est très sincère. Tu as ce sens pour mettre les choses en forme et tout. Moi, je suis beaucoup plus un artisan. Je mets les briques les unes derrière les autres, et puis je dis où est-ce qu'on va, etc. Je suis un peu. C'est très empirique ma façon de faire. J'ai des idées en tête, mais je ne suis pas parti en disant bon, alors ma ligne éditoriale, ce sera ça, ma cible, ce sera ça, mon truc, ce sera ça. Ce qui me guide, c'est beaucoup plus ce que j'ai envie de faire, les sujets dont j'ai envie de parler. C'est vraiment beaucoup plus ça. Finalement, tu as construit ce qu'on peut appeler, nous, dans l'univers des médias, un magazine. Parce que un magazine, c'est un format qui est composé de plusieurs formats sous-jacents. Ça peut être des interviews, des reportages, des chroniques. Donc, tu as un peu recréé ça, ce qui est un format assez rare, assez inédit dans la creator economy, qu'on connaît bien en radio, mais très peu de créateurs de contenu qui se donnent la peine de construire un format avec différents rendez-vous. C'est une question peut-être un peu évidente, mais c'est quand même ton ADN radio qui t'a conduit à créer ça. À 100%, bien sûr. C'est à la fois parce que j'ai baigné là-dedans, et pour moi, c'était ça en priorité. Faire de l'audio, c'est ça, et à la limite, c'est ça et pas autre chose. Même si, enfin, c'est pas vrai, parce que voilà, on peut faire plein de podcasts de tas de manières différentes. Mais moi, je suis programmé pour ça, en quelque sorte. Pour moi, c'est un peu... oui, c'est comment dire pour moi, c'est l'étalon. Effectivement, c'est une émission de radio, quoi. Moi, j'ai été bercé par des émissions sur France Inter. Il y avait un truc qui s'appelait Rue des Entrepreneurs, qui était génial. Il y avait plein d'émissions comme ça. Ça peut être aussi beaucoup plus contraignant en termes de prod, parce que, comme tu l'as dit, tu as 3 interviews à caler. Ça veut dire que tu as de la post-prod derrière pour monter un peu tout ça, donner du lien, rendre tout ça cohérent, égaliser le volume. Parce que bon, là, tu vois, ce qu'on fait là, c'est un podcast interview. On a un échange qui est... Je prépare évidemment cet entretien, mais, une fois qu'on appuie sur stop, j'ai très peu de choses à faire pour après le diffuser. Toi, c'est quand même une autre musique. Qu'est-ce qui, dans ton expérience passée professionnel de la radio, te facilite la tâche, te facilite la vie dans la production de ce format-là ? Alors, pas mal de choses. D'abord, par exemple, je travaille assez vite. Je sais très vite ce qui est intéressant, ce qui n'est pas intéressant dans une interview, pour couper, aller à l'essentiel. Je monte moi-même, et je monte très très vite. Avec quoi ? Je monte avec Reaper. Voilà. Outil gratuit. Gratuit. Ah là, j'ai pris la version payante, moi, tiens. Non, mais Reaper, oui, tu peux l'avoir en gratuit ou en payant, mais en fait, tu as la même chose. Oui, c'est limite du soutien, du mécénat. Oui, exactement. Mais voilà, c'était un peu dans cette idée-là. Et puis, ça demande... j'écris, tout est écrit, mot à mot. Ah oui ? Ouais. Y compris tes interviews ? Non, pas les interviews. Non, le début, et puis quelques notes, mais c'est tout. Mais encore, moi, le début, ça dépend qui, ça dépend quoi. Mais les news, surtout au début, les textes... Mais après, je vais te dire... malgré mon âge avancé, que je ne donnerai pas, eh bien, j'en suis encore à me chercher. Quoi qu'il arrive, tu les fais pas. C'est gentil. J'en suis encore à me chercher sur des trucs professionnels. Et notamment... En tout cas, ça occupe. De ne pas se sentir... T'es pas dans la routine, ouais. Je pense que je suis suffisamment... Il y a des choses que je maîtrise, et donc là, ça me facilite la vie, comme tu disais. Ça me permet de travailler assez vite. Mais il y en a d'autres... j'écris, mais j'aurais écrit en permanence. J'écris, finalement, je ne dis pas ce que j'ai écrit parce que ça ne me plaît pas, c'est pourri. Ou je jette aussi beaucoup de choses. Alors, pour répondre plus précisément à ta question, qu'est-ce que ça m'a apporté ? Je pense que ça m'a apporté une oreille, surtout. Et j'ai l'oreille qui est très formatée, principalement Radio France, qui fait de très belles émissions. Et ma quête, c'est un peu ça. C'est un peu... je ne m'en cache pas, mais c'est quelque part de ressembler à ce que fait Radio France, mais parce que c'est mon ADN et c'est mon école aussi. Donc moi, je n'étais pas producteur de radio, voilà, mais n'empêche que j'ai baigné là-dedans, et
Et donc, pour moi, c'est très fort. Donc, c'est un mix entre... Il faut qu'il y ait de l'écriture, il faut qu'il y ait de la musique, il faut qu'il y ait du rythme, il faut qu'il y ait des pauses, il faut qu'il y ait... oui, j'ai parfois des interviews qui sont super intéressantes, mais j'en fous un tiers à la poubelle parce que ça va trop s'étaler. Et je me dis, là, je vais perdre l'auditeur, c'est fini. Tu arrives à avoir un peu d'avance là, par exemple, tes épisodes sortent à quel jour de la semaine? Ils sortent le samedi, donc il faut que donc là, je boucle ça le vendredi. On est mardi. Ouais, mais c'est une catastrophe, là, cette semaine. Donc, t'en es où, par exemple, dans ton épisode de samedi? Je suis très mal. J'ai une interview sur 3. Et il me reste... Mais il faut les faire, les interviews, mais il faut surtout identifier les sujets et toper les personnes. Ah ouais, donc j'en suis là. Les 2 interviews qui te manquent là, tu sais même pas qui tu vas interviewer. Non, je sais même pas qui. Ouais. Okay. Pour l'instant, j'ai réussi toujours à... Ça doit aider quand on s'appelle Jérôme Colombin pour aller essayer de débloquer 1 heure dans l'agenda d'un invité. Ouais, les gens sont gentils. Après, voilà. Bon, le podcast marche plutôt bien. Il est on n'a bien... pas parlé des audiences, pardon, mais... Ouais, tu veux qu'on en parle? Oui, non, mais juste... oui, bien sûr. Non, je suis assez content. Là, écoute, à l'heure où on se parle, moi, je tourne au rythme de 100 000 écoutes par mois. Bravo. Tous épisodes confondus. Donc, en un peu plus d'1 an. C'est un an et demi, ouais. Non, c'est pas mal. C'est plutôt pas mal. Bon. Mais je suis jamais content. Je pense qu'il y a encore une marge de progression. Bon, on referme la parenthèse. Alors, ton épisode de samedi, on en parle. Comment tu vas te sortir mais là, je suis très mal. Je sais pas, j'y pensais ce matin. Voilà, il faut que je regardais un peu. Alors, moi, je travaille beaucoup. J'essaye d'anticiper. Mon rêve, ce serait d'avoir des interviews en stock. J'y arrive 1 fois sur 10. Quelquefois, j'ai une interview que je peux caser, qui n'a pas été diffusée. Mais sinon, je suis souvent à la ramasse. Ça me stresse. Pour l'instant, je ne peux pas répondre à ta question. Je ne sais pas ce que je vais faire encore. Mais bon, c'est pas la première fois que ça t'arrive d'être aussi à la bourre. Non, c'est pas la première fois. En général, ça se finit bien. Mais ça se finit bien parce que, le jeudi, je me retrouve avec 4 interviews, par exemple, tu vois. Parce que voilà, on va m'appeler, il y a des attachés de presse qui vont me proposer un sujet. J'en ai refusé ce matin, tu vois, je suis pas à la ramasse non plus. En plus, je fais le difficile. J'ai pas mes interviews, mais ce matin, on m'a proposé un truc, j'ai dit non, ça m'intéresse pas. Donc, mais c'est peut-être aussi de l'expérience qui t'apporte cette confiance et cette sérénité en disant ça va le faire. Je suis un peu straight, short là, mais ça va le faire. Oui, et en même temps, quelquefois, ça me procure du stress et je me dis mais t'es complètement idiot. T'as quitté la radio pour ne pas avoir de stress et t'arrives à te refoutre un stress toi-même. Donc, j'aimerais pas en rester là. Il faut que je trouve une vitesse de croisière. Oui, parce que tes 3 interviews n'ont pas forcément de lien les unes avec les autres. Ce serait mon rêve d'arriver à faire en plus des épisodes thématiques. Mais là, c'est trop de travail. Il faut une équipe, il faut y réfléchir 3 mois à l'avance. Il faut être... oui, j'aimerais. La semaine dernière, j'étais super content. J'avais 2 interviews sur le même thème. Donc, j'ai pu faire un blow un peu thématique. Et j'aimerais pouvoir faire ça. Mais voilà, ça fait partie des pistes que j'explore et que j'envisage. Ouais. Alors, Jérôme, tu es passé d'une énorme maison à une activité solo, ou presque solo, tu vas nous raconter après. Comme tu disais là, à l'instant, tu as quitté une grande maison pour avoir moins de stress et finalement, tu en as encore plus. Tu étais accompagné à Radio France, tu avais un producteur qui t'aidait pour contacter des invités, caler des interviews. Non, tu faisais déjà tout seul? Que nenni, mon ami. Non, parce que je faisais partie de l'info et pas des programmes. Les radios, comme Radio France, mais comme beaucoup de radios, c'est très séparé. Tu as d'un côté la rédaction, de l'autre côté les programmes. Et en info... Alors moi, quand j'ai été stagiaire, je me souviens d'un stage à RTL où il y avait un monteur et il y avait une dactylo à qui tu dictais ton papier et le monteur qui faisait ton montage. Mais tout ça, ça a disparu. Et même moi, quand j'ai commencé à travailler, surtout à France Info a été la première radio dans le groupe Radio France à travailler comme ça, où les reporters avaient énormément d'autonomie. Donc j'ai toujours travaillé comme ça. C'est pour ça que je travaille vraiment tout seul, quoi. Donc c'est pas à ce niveau-là que je me sens allégé. À France Info, vous montiez avec quoi? Quand j'ai commencé, c'était avec des ciseaux et des collants. C'était de la bande magnétique. Ouais. Et puis après, on est passé au numérique. On a été pareil, la première radio du groupe Radio France a passé au numérique. Ça, j'adorais. Moi, je poussais à la roue comme un fou. Je faisais partie du groupe exploratoire pour préparer la stratégie, machin bidule. Et après, on montait sur Netia. Ok. C'était Netia. Une solution pro, j'imagine. Oui, j'étais parmi les premiers. Ah ouais, je me souviens, on était allé à un voyage à Berlin, je sais plus, et à Las Vegas, au salon NAB. C'était pas le CES, mais le NAB, c'est le salon vraiment, je sais plus si ça existe encore, pour tout le monde de l'audiovisuel.
Et j'étais allé avec des ingénieurs de Radio France pour essayer de trouver la meilleure solution éditoriale et audio pour numériser Radio France Info. Aujourd'hui, c'est une requête dans Google et un prompt chat GPT, toi t'as réponse. Ouais, bah voilà. Oui, mais parce qu'on ne savait pas ce qu'on voulait, on ne savait pas quels seraient nos besoins, on ne savait pas comment les gens réagiraient. Je pense que c'était des coûts aussi qui n'ont rien à voir avec ceux qui sont aujourd'hui. Dès que tu équipes une chaîne comme Radio France, même si Info, c'était une petite chaîne à l'époque, hein, c'était la plus petite, c'était la Benjamin presque, mais ça faisait des coûts évidemment. Ouais. Jérôme, tu as dû apprendre d'autres métiers, j'imagine, maintenant que tu es tout seul. Donc, je ne parle pas forcément de la captation, de la préparation, du montage, mais il faut quand même gagner de l'argent avec ton podcast. Ce n'est pas du tout quelque chose dont tu t'occupais, qui plus est à Radio France où il n'y a pas vraiment de sujet sur la régie publicitaire. C'est caca, l'argent. Voilà, il n'y a pas de commerciaux. Il y en a, mais c'est étanche avec la rédaction. Oui, ça, c'est un truc. Mais pas France Info. Enfin, si c'est des campagnes institutionnelles. Tu as des annonceurs privés. Enfin, il faut qu'il y ait des règles, etc. Il faut que ce soit des GIE ou je sais pas quoi et tout. Tu peux. Oui, mais par exemple, les journalistes, moi, on me disait tiens, la semaine prochaine, ta chronique sera sponsorisée. Ah oui, par qui Par un tel. Bon, ok, je suis d'accord. Si j'avais dit non, ça passait pas. C'est un truc qu'il faut dire quand même. Tu vois, l'indépendance. Tu as déjà dit non non, j'ai pas dit non parce que j'ai pas dit non. Ou hésité? Non, parce que moi je suis pas à casse-pied aussi. J'ai des confrères qui ont dit non, mais parce que c'est des râleurs. Mais... non, mais enfin, au moins j'avais la possibilité. Mais non, mais les gens, même de la régie, étaient intelligents. Ils allaient pas nous foutre des trucs complètement pourris, voilà. Et alors justement, ce métier de business un peu quoi, pour trouver des partenaires, des sponsors, c'était un peu une découverte pour toi. Alors comment on s'improvise businessman après 27 ans de Radio France? Je me suis inspiré de gens. J'ai regardé comment tu faisais. C'est ça. Non, mais alors, ce qui m'a beaucoup apporté, c'est tout ce qu'on a fait avec François Sorel sur la chaîne Techno. Et effectivement, discuter avec des gens, dire, bah voilà, nous, on aimerait faire une émission qui parlerait de ça. Est-ce que ça vous dirait de sponsoriser? Ok, qu'est-ce qu'on a en retour? Bah, on a telle audience, machin, etc. Oui, j'ai dû apprendre à le faire. Au début, je me faisais violence. François était beaucoup plus fort que moi pour ça. Il a plus ça dans le sang. Moi, j'avais plus d'affinité avec François. Ouais, c'est sûr. Si on se dit les choses. Bah oui, clairement. Moi, j'avais plein de scrupules parce que c'est très compliqué pour un journaliste. Il y a une ligne jaune. Évidemment. Tu vois le truc. C'est-à-dire que tu peux pas vendre ton contenu. Tu fais pas payer des annonceurs pour dire dire des choses à leur place. Tu leur fais payer pour avoir de la visibilité, etc. Et puis on a toujours, avec François, on a toujours respecté cette frontière et on a toujours veillé au respect de. Ouais, mais c'est dur. Mais franchement, c'est difficile parfois. Non, mais c'est pour ça que ça me fait plaisir de voir aujourd'hui t'épanouir aussi dans cette activité, parce qu'avec François, voilà, on était là, on se voyait quand même très régulièrement, quasiment tous les jours, à dire alors qu'est-ce qu'on va inventer, qu'est-ce qu'on va faire comme format, puis tiens, ça on pourrait faire ci, et qui pourrait nous accompagner pour financer ce projet, un tel, et puis on était direct, nous on décrochait notre téléphone, on appelait des gens qu'on connaissait bien notre réseau, on dit tiens, on a tel projet, est-ce que ça te branche? Ok, ben vas-y, on se voit, on se parle. Et on y allait. Et toi, c'est vrai que tu étais un peu toujours... C'était un peu réticent. T'étais un peu réticent, un peu en retrait. Et donc, mais oui, mais il faut comprendre. Je veux dire, moi, j'étais formaté. Voilà, c'est l'éthique, Radio France, on mélange pas les torchons et les serviettes. Quoi. Ce qui me fait pas marrer, et je trouve ça bien, c'est que maintenant, tu prends goût toi aussi à ça. Absolument. Parce que tu sais que l'argent, c'est quand même ce qui te permet de financer tes projets, tes idées, ton matos pour enregistrer, pour développer des nouveaux formats, peut-être pour te faire un déplacement, pour aller rencontrer tel interlocuteur que tu as hyper envie d'avoir dans ton podcast. Donc c'est aussi le nerf de la guerre pour quand tu veux produire un média, tout simplement. Ah non, mais voilà, tu as tout dit, c'est certain, c'est tout ça à la fois. Le truc, c'est de pas déraper, c'est vrai que pourquoi moi j'avais cette réticence, c'est vrai que j'étais peut-être un peu plus picorigide qu'aujourd'hui, mais c'est aussi, in fine, c'est quoi? C'est vis-à-vis de l'auditeur, c'est vis-à-vis de la personne qui écoute. Il faut que la personne qui écoute, elle te fasse confiance. Si ce que tu lui dis parce que tu as touché du fric, pour moi, t'es plus dans le deal, t'es plus dans le contrat. Ou alors tu le dis. Alors maintenant, moi, j'ai des interviews partenaires. J'annonce, c'est un partenariat. Je rentre pas dans les détails, je dis pas, voilà, ils m'ont donné tant, etc. Mais je ne fais des partenariats que quand c'est des rendez-vous récurrents. Je vais pas faire payer pour une interview. L'autre jour, on m'a dit, tiens, machin aimerait bien être interviewé chez vous, c'est combien?
Je dis non, c'est gratuit. Ouais, c'est une question qu'on a régulièrement nous aussi. Oui, mais c'est normal. Voilà. Direct. Si le sujet m'intéresse et que je décide de le traiter, c'est gratuit. Après, si vous voulez qu'on fasse autre chose, qu'on passe à la vie, qu'on envisage un truc récurrent, une visibilité récurrente sur une thématique qui pourrait nous rejoindre tous les deux, oui, et on annoncera comme tel. Mais c'est pas pareil. Et ça, mais c'est super dur de trouver cette limite. C'est vrai, c'est pas évident. Qu'est-ce qui te manque le plus de Radio France ? Franchement, pas grand-chose. La cantine. Elle était pas mal, mais non, elle est mieux à France Télévisions. J'y allais plus d'ailleurs à Radio France. Non, ce qui me manque, c'est le prestige de cette marque, de cette maison. C'est une super maison. On pourrait trouver plein de défauts. Voilà, le service public, en général, on peut dire il est trop ci, il est trop ça. C'est vrai, mais franchement, dans beaucoup de chaînes, dans toutes les chaînes de Radio France que moi j'ai vues, tu as des gens, ils sont souvent très bons. Ils sont quand même très bons. Ils ont un sens ils ont ce que moi j'avais peut-être pas forcément. Ils ont un vrai sens du service public souvent. Parfois un peu trop. Du coup, voilà, ils vont se brider sur l'entreprise, c'est sale. Il faut pas parler du privé, tout ça. Ça c'est too much. Moi, je trouvais ça débile. Je m'inscrivais un faux contre ça. En plus, moi, je faisais une chronique tech, donc j'étais amené à parler de produits. Et on trouvait que je faisais de la pub quand je parlais des nouveautés Apple. Bon, t'arrêtes avec ta pub, là, etc. Donc, malgré ces défauts-là, ça reste une super maison et pleine de créativité. Voilà. Et ce qui me manque, c'est de plus pouvoir me recommander de cette maison-là. Mais sinon, sur le fonctionnement, je regrette rien parce que, voilà. Et qu'est-ce qui ne te manque pas de Radio France ? Qu'est-ce qui me manque pas ? Je n'ai plus la contrainte d'un cadre qui m'est imposé par d'autres, et c'est pour ça que je suis parti. Et ça a pas de prix, quoi. Tu vois, en ce moment là, il y a un sujet qui revient souvent, c'est l'emploi des seniors. Parce que moi, je suis un senior. Hein. L'emploi des seniors, mais c'est vrai que c'est dramatique. Je veux dire, passer 50 ans, tu peux pas te faire embaucher. Donc, ta seule voie de sortie, c'est de monter ton business. Et je me dis, putain, ouais, mais j'ai été malin quand même. Hein. Franchement, et là, je touche du bois. Ça, je suis content. Donc, voilà, le côté, l'organisation, les horaires, même si moi j'avais poussé les murs, je faisais du télétravail alors que j'avais pas le droit de le faire, je faisais tout chez moi, et puis voilà, ils me laissaient faire, etc. Donc c'était très confortable, mais il y avait quand même ce cadre, voilà, je devais des heures, je devais du travail et tout. Bah maintenant je fais exactement ce que je veux. Ça, c'est génial. Est-ce que tu fais appel à des prestats, Jérôme, dans ta prod ? Alors, ça dépend ce que tu appelles les prestats. C'est vraiment des gens avec qui j'ai des contacts à faire, je sais pas, rédiger tes descriptifs, à faire ton montage, distribuer, pas assez. Tes réseaux sociaux. J'aimerais plus, mais je ne sais pas déléguer. J'ai un gros problème. Je ne peux pas faire monter mes interviews par d'autres parce qu'il faut que ce soit moi. Le montage d'interview, c'est une écriture. C'est comme un journaliste qui écrit son interview, ne va pas la faire écrire par quelqu'un d'autre. Donc j'ai besoin de le faire moi-même. Tout ce qui est texte sur les réseaux sociaux, etc., j'ai essayé de sous-traiter, ça n'allait pas du tout. C'était pas bon. Je te parle même pas des fautes d'orthographe ou autres, mais des tournures, des machins. Mais c'est normal, c'est pas forcément que les gens sont pas bons, c'est qu'ils sont pas à ma place. Ils savent pas quel message, ce que moi je veux faire passer comme idée, quelle est l'importance du sujet par rapport au sujet de la veille ou au sujet du lendemain, etc., etc. Voilà, donc ça, j'ai beaucoup de mal à déléguer. Donc ce que je délègue, c'est très peu de choses. C'est des petites choses. C'est la création des visuels. C'est des tâches de publication, faire du copier-coller d'une plateforme à l'autre, etc. Et puis un petit peu les réseaux sociaux et un petit peu les reprises vidéo, extraire des petites séquences vidéo. Mais j'aimerais bien pouvoir déléguer plus parce que, en fait, je suis idiot parce que je m'aperçois que parfois, tu délègues et les gens font des trucs super que toi, tu n'aurais pas fait. Ça, c'est... Ouais. Ouais, il faut trouver la bonne personne. Il faut trouver la bonne personne. Ouais, c'est pas évident. Mais par contre, sur les sous-traitants, il y a une chose, et on avait parlé un peu off tout à l'heure, c'est cet appel à toutes les plateformes qu'on trouve.
as des trucs. Alors, tu as une plateforme pour héberger ton podcast, tu as une plateforme pour le distribuer, une plateforme pour faire le sous-titrage, une plateforme pour faire la programmation des posts sur les réseaux. Franchement, pour moi qui ai connu la chaîne techno dont on parlait au début des années 2000, où tu faisais tout à la mano, on vit une époque formidable pour les créateurs de contenu. Mais ça a un prix. Parce que je paye... Quand tu fais l'addition de tout ce que tu payes par mois... Ouais, c'est énorme. Ça chiffre au bout d'un moment. C'est énorme, et puis ça fait aussi... Tu continues de faire beaucoup de micro-tâches, parce que tu fais des micro-tâches dans un outil, dans un autre. C'est qu'il n'existe pas encore un outil qui fait tout. Ça n'existera jamais. Voici mes 2 pistes, où tu fais ton montage, ta hébergement, diffusion, promotion, les extraits, vidéo, audio, etc. Mais c'était c'était le Graal qu'on cherchait à France Info quand le numérique est arrivé. Les journalistes disaient ça va être cool, alors on fait le papier à l'antenne, et puis après, paf, ça part partout. Et puis là, on s'est aperçu que, non, il fallait qu'il y ait un technicien qui publie l'audio, que toi, il fallait que tu te connectes au back-office pour faire des copier-coller de texte, que tu réécrives un article alors que ce n'était pas ton boulot initial, etc. etc. Et le bouton qui envoie tout partout, il n'existe toujours pas. Alors, pour ceux qui sont intéressés par l'automatisation de la production de podcasts, je vous invite à écouter mon épisode avec Bruno Soulez, qui est un podcasteur, qui a un podcast qui s'appelle If This Then Dev, un podcast de dev, qui est un féru de no-code. Il utilise des plateformes comme Make.com, Notion, Airtable, Integromat, anciennement Integromat, Zapier. Et donc, il a réussi à automatiser 70% de sa prod. C'est absolument impressionnant ce qu'il a réussi à mettre en place. Du booking de l'invité jusqu'à l'envoi des infos sur la plateforme d'hébergement et même la génération de ces covers, donc ces vignettes d'épisodes qui sont générées automatiquement. Ouais, je t'invite à écouter cet épisode. J'ai écouté ça. C'est assez incroyable ce qu'il a réussi à faire. C'est top. Après, il y a ChatGPT aujourd'hui. Moi, je fonde beaucoup d'espoir là-dedans. On peut en parler. Est-ce que tu l'utilises aujourd'hui en tant que Malheureusement, je l'ai testé, mais je lui ai dit, tiens, écris-moi une news sur tel sujet. Alors, il commençait par me dire n'importe quoi. Après, j'ai dit, non, tu m'écris une news sur tel sujet en prenant telles et telles infos. Tu lui donnes de l'info. Faut nourrir le prompt, en fait. Mais le résultat n'était pas terrible. Et voilà, mais c'est mon rêve. Moi, franchement, tu as des journalistes qui ont peur de ça et qui pensent qu'ils vont se faire déboîter par les IA. Pas du tout. Moi, depuis longtemps, je dis, mais j'aimerais avoir des IA. Et moi, tu sais, comme le maître à la fin, tu sais, Michel-Ange, qui faisait travailler ses ouvriers, lui, il avait l'inspiration, il donnait les guides, et puis il arrivait à la fin, il retouchait un petit truc et il signait. Alors, dans la version actuelle de ChatGPT, peut-être pas, mais en fait, ce qui lui manque, c'est justement de pouvoir singer ou recopier, recopier le ton, la voix, le style d'une personne en particulier. On peut imaginer que demain, les prochaines évolutions de ChatGPT pourront justement reproduire un style en s'appuyant sur des contenus déjà produits auparavant. Et là, ça peut être game changer. J'espère que je verrai ça. Parce que ça ne veut pas dire qu'on sera remplacé, on fera d'autres choses, on fera les inputs. Ça voudra dire que tu mettras ta valeur ajoutée ailleurs. Exactement. Justement, dans le choix des sujets, le sujet que personne n'avait vu, que tu ne peux pas automatiser parce que par définition, il n'existe pas, donc tu es le seul à pouvoir produire. Bien sûr. Oui, on sait que le succès d'un podcast passe beaucoup aussi par la promotion, la stratégie de diffusion. Qu'est-ce qu'une fois que ton épisode est publié, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu le joues sur tes différentes plateformes, sur Instagram, sur Twitter, etc. Comment tu gères ça? Alors, je publie tout de suite, je fais un push sur essentiellement Twitter, Instagram, LinkedIn, ou plutôt dans l'ordre Twitter, LinkedIn et un peu Instagram. Et de temps en temps, assez régulièrement maintenant, je l'agrémente avec une vidéo. Voilà, c'est beaucoup de temps. Là, je me fais un peu aider. Il y a ma fille qui m'aide pour ça, notamment. C'est beaucoup de travail quand même. C'est-à-dire que tu te filmes ou tu filmes ton invité? Non, je filme mon invité. Soit je fais une interview en présentiel et à ce moment-là, je filme en général avec l'iPhone sur un pied comme ça, mais je filme que l'invité, pas moi. Et soit je fais des interviews à distance et à ce moment-là, je capte la vidéo aussi. Moi, j'utilise Riverside, qui est pas mal. Très bien. Ouais, qui est très bien. Avant, j'utilisais, comment il s'appelait l'autre Zencastr. Zencastr, exactement.
petite préférence pour Riverside, moi aussi. Toi aussi? Ouais, Ouais. je trouve. Je sais pas pourquoi, mais il y avait une raison. La synchro audio-vidéo est meilleure. Ouais, peut-être. Ok, d'accord, intéressant. Et la vidéo... Mais je le fais pas assez, j'aimerais le faire plus. La vidéo, peut-être sur TikTok. TikTok ou pas TikTok? TikTok, c'est pas trop mon truc. D'abord, Pourquoi ça? parce que pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est pas ma génération et c'est pas ma cam. Moi, chaque fois que je vais sur TikTok et que tu te retrouves au bout de 5 minutes, 10 minutes à scroller comme un fou, je me donne des claques. Je me dis, mais c'est pas possible, tu es en train de gâcher ta vie. Est-ce qu'on fait pas ça sur Twitter aussi? Si, mais j'apprends des choses sur Twitter, pardon. On peut dire, bon, tu as beaucoup de cochonneries sur Twitter, mais j'aurais peut-être pas à le dire, mais moi, Twitter, c'est ma source première d'information ou d'alerte, en tout cas. Pour un journaliste, c'est indispensable, Twitter. Je veux pas que ça s'arrête. TikTok, franchement, qu'est-ce que tu apprends? Tu vois l'autre qui fait des pitreries, des faux sketchs. Le pire que j'ai trouvé, j'ai pas bien compris, mais c'est des faux sketchs, des couples qui se filment. Ils font prank aussi. Ouais, enfin, j'en sais rien. Ouais. Bon, déjà, donc ça me plaît pas en tant que consommateur de TikTok. Et puis, j'ai un peu de méfiance par rapport à ce réseau social chinois qui, apparemment, dans sa version occidentale, est particulièrement pas malin, donc il nous pousse beaucoup ce type de contenu un peu débilisant, infantilisant et idiot. Et en revanche, la version chinoise, qui s'appelle comment, Waidu, je sais plus comment là, la vraie version chinoise, on s'est rendu compte, c'est la presse américaine qui parlait de ça récemment, que les contenus qui étaient mis en avant sur la version chinoise de TikTok étaient beaucoup plus intéressants pour les jeunes. Ah oui? C'était des contenus culturels, des contenus scientifiques, des expériences scientifiques à faire à la maison, des énigmes. C'est-à-dire qu'en gros, pour faire court, c'est-à-dire que TikTok rend les enfants chinois plus intelligents et les enfants occidentaux plus idiots, quoi. Okay. C'est une forme de soft power qui me choque énormément. Et tant qu'ils n'auront pas un peu rectifié le tir à ce niveau-là, on a découvert récemment que, visiblement, les modérateurs de TikTok avaient à leur disposition une espèce de bouton qui leur permettait de casser la logique de l'algorithme et de pousser artificiellement du contenu, souvent pour des raisons commerciales. Mais si tu peux le faire pour des raisons commerciales, tu peux le faire aussi pour des raisons autres. Pousser manuellement un certain type de contenu, tu veux dire? C'est ça? Certains types de contenus et certains contenus. Celui-là, tiens, on va lui donner plus de viralité qu'il n'en aurait eu de manière organique avec l'algorithme de recommandation. Tu vois ? Donc c'est pour cette raison-là que t'es quand même frileux. Mais je ferme pas TikTok. Ouais, je suis un peu frileux, mais je ferme pas la porte parce que je comprends bien que c'est un média qui prend de l'ampleur. Mais je veux pas que moi je voudrais pas cautionner. Tout le monde s'en fout de ce que encourager ou nourrir. Ou nourrir, voilà, un truc qui va pas dans le bon sens. Si après ça va dans le bon sens, ok, très bien. Là, récemment, le New York Times a décidé d'aller sur TikTok après avoir freiné des cas de fer. Tu te dis, waouh, le New York Times sur TikTok, c'est que, bon, alors ok, peut-être qu'il se passe quelque chose. Je peux te dire qu'à France Télévisions aussi, ils sont de plus en plus branchés TikTok. Bon, voilà. Mais tu dirais pas qu'il y a aussi un biais, une sorte de soft power dans les grands médias sociaux américains, quand même? Bien sûr. On connaît la propension de Meta à interdire toutes sortes de types de photos, la nudité, des seins, des fesses, pour je ne sais quelle raison... On est d'accord. Voilà. Mais ça, Chris, c'est un soft power qui a démarré en 1945, lorsque les GIs sont venus filer un coup de main pour gagner la guerre, et qu'après, ils nous ont inondés avec les chewing-gums, avec le plan... Les chewing-gums, enfin pas Hollywood, parce que j'ai appris récemment que c'était une marque française, Hollywood Chewing-Gum. Mais bref, avec tout ça, voilà, c'est toute la culture américaine, et Hollywood, et machin, et tout. C'est vrai. Il faut être conscient de tout ça. Mais... je pense que nous, en tant qu'Européens, démocratie européenne, on a peut-être plus d'acquaintance quand même avec la démocratie américaine qu'avec la démocratie chinoise. Je suis désolé, mais il faut être réaliste. C'est difficile de ne pas être d'accord avec ça. Si on prend un peu de hauteur, tu connais très bien la radio, tu y as travaillé pendant presque 30 ans. Les chiffres sont assez éloquents. La radio a perdu 3 millions d'auditeurs depuis 2018. C'est beaucoup et ça s'accélère. Les derniers chiffres de Médiamétrie et de la CPM ne sont pas très bons. Qu'est-ce que ça t'évoque ? Comment tu vois l'avenir de la radio ? Et certes, les auditeurs de radio sont un peu reportés sur des podcasts, mais ça ne suffit pas à enrayer cette baisse. Comment tu vois ça, toi ? Honnêtement, je ne suis pas très inquiet pour la radio. Parce que d'abord, la radio, on a pensé, lorsque la télévision est arrivée, que c'était la fin de la radio. Bon,
Ça ne s'est pas produit. En revanche, ce qui se passe, c'est que le marché de l'attention est de plus en plus fragmenté. Il y a de plus en plus d'offres, donc forcément, surtout à l'échelle d'un pays comme la France, qui est malgré tout un petit pays, entre guillemets, enfin, on n'a que 70 000 paires d'oreilles, 70 millions de paires d'oreilles, eh bien, forcément, des acteurs qui étaient dominants avant, eh bien, ne le sont plus parce que l'audience est morcelée. Tes enfants ne regardent pas les mêmes programmes que toi, et même ils regardent sans doute pas les mêmes programmes que mes enfants à moi, ils suivent pas les mêmes plateformes, etc. Après, je suis pas inquiet parce que donc je pense qu'il y a une érosion qui est normale. Oui, la radio, c'est un média de vieux, la radio. Ouais, c'est un truc de vieux. Mais la radio garde une force énorme. D'abord, c'est la force du direct. Tu as un événement important qui se passe, un événement en temps réel. Tout le monde va aller sur France Info. Et là, rien ne remplace la radio. Pour le sport, des choses comme ça. Alors, tu as la télé aussi qui fait pareil. Mais radio, télé, ça se ressemble un peu parfois. Enfin, ça merge. Et puis, en revanche, c'est vrai que des émissions un peu... c'est plus difficile de faire de la qualité aujourd'hui parce que tu as tellement de concurrence qu'il faut se battre sur tous les terrains. Maintenant, je pense qu'il y a encore une vraie clientèle pour du flux. Ce qu'apporte aussi la radio, outre la force du direct, c'est ce qu'on appelle la sérendipité. C'est le hasard. C'est-à-dire que tu allumes ton poste de radio dans la voiture, tu sais pas ce que tu vas entendre. Moi, j'adore le podcast parce que, effectivement, et les gens peuvent choisir, tiens, je vais écouter cet épisode parce que le titre me plaît. Ce qui est super flippant d'ailleurs pour les gens qui font les titres, comme toi ou comme moi, c'est que clair. Qu'est-ce qu'on met en titre ? Qu'est-ce que je mets comme titre pour intéresser les gens ? Mais la radio, c'est le contraire. Tu n'as pas de titre, tu allumes et tu vois ce qui passe. Si ça ne te plaît pas, tu zappes, etc. Il faut dire que les dernières fois où j'ai écouté la radio, je tombais sur de la pub. Enfin, je suis alors, conscient pas trop sur Radio France, mais... Pas trop sur Radio France, mais... si t'écoutes Europe 1, c'est sûr quand que même, t'es mal. Sur les radios privées, il y a une course en avant, mais une fuite en avant en termes de pub, c'est infernal. C'est lié au fait que l'audience baisse. Donc l'audience baisse, donc ils sont obligés, ils vendent les pubs moins chères et du coup pour tenir plus de place donnée à la publicité en radio. Je crois qu'il n'y a pas de quota en radio privée pour la publicité. En radio privée, ouais. Et donc c'est-à-dire que potentiellement en radio privée, je pourrais passer de la pub. Que de la pub. H24, non-stop. Non, mais ça c'est très dur. Et c'est un cercle vicieux, mais c'est difficile pour eux. Moi j'ai des copains qui bossent. Tu passes d'une radio à une autre, toujours les pubs. Puis les pubs radio, c'est quand même ce qu'il y a de pire, je trouve. Ouais, ça c'est vrai. En termes de créativité, c'est d'une pauvreté. C'est débilisant. C'est hyper efficace, parce que tu as des jingles qui te reviennent. Et voilà. Mais je pense que voilà, ça ne joue pas. Mais c'est un cercle vicieux. L'audience baisse, donc le prix baisse, donc t'en fais plus. Et comme t'en fais plus, il y a moins de gens qui vont venir parce qu'ils sont dégoûtés, et ainsi de suite, et on s'en sort pas. Et puis, mais non, mais la radio, il y a encore. Moi, je viens de lancer une web radio. Alors, oui, raconte-nous. Ben, écoute, pourquoi je l'ai fait parce qu'on pouvait le faire, en gros. Je l'ai fait parce que et je trouvais ça fascinant. Alors, comment t'as fait ça ? En 3 clics, tu fais sur cette tu fais une web radio. Alors en fait, je diffuse toutes les interviews de Monde Numérique que tu mets à la suite. Voilà, elles tournent de manière un peu aléatoire. Pour l'instant, c'est pas énorme. Je dois avoir 30-35 heures de programme, un truc comme ça. Mais toutes les semaines, il y en a un peu plus. J'ai fait des émissions en direct du CES de Las Vegas. J'ai fait 2 émissions en direct du CES de Las Vegas. Comme c'est de la radio, que c'est de l'audio et tout, avec 3 invités, j'étais seul pour faire mon truc. Je ne le referai plus parce qu'en fait, c'est quand même bien de se faire aider. Mais grosso modo, ça a marché. Donc tu passais par un ordi qui streamait directement. Un ordi, voilà. Tu passes par un service qui propose ça. Qui s'appelle Radio King, qui est français. Tu connais Ocha ? Ouais. Eh bien, c'est... l'équivalent pour monter sa web radio. Voilà, c'est la même équipe, surtout. C'est Maxime Piquette qui avait créé ça il y a 10 ans. Ok. Et bon, ils ne font pas beaucoup la pub parce que oui, la web radio. Mais moi, j'ai fait ça, je trouvais, parce que ça me faisait marrer. Et j'ai fait ça parallèlement à un copain à moi qui est podcasteur au Québec, qui s'appelle Bruno Guglielminetti. On a un peu les mêmes parcours de vie. Il a travaillé dans le service public, moi aussi, etc. Et on a créé notre web radio en même temps. C'est moi, en fait, qui lui ai envoyé le truc. Je lui ai dit, t'as vu, tu connais ça ? Il me dit, oh, mais c'est génial. Et là, il m'a dit, mais moi, ça fait longtemps que je pensais à créer une web radio. Et tac, on s'est lancé là-dedans. Et donc, il met aussi des contenus à lui ? Oui, alors lui, il en a beaucoup plus. Il a démarré en 2016, je crois, son podcast. Donc, Et cette web radio, comment on fait pour l'écouter ? Alors, ça, c'est le truc. Si, alors, elle est sur Deezer depuis peu. D'accord. Tu vas sur Deezer, tu tapes Radio Monde Numérique. À pas confondre avec le podcast Monde Numérique. C'est marqué radio.
Sinon, il y a des applis. Il y a Radioline, qui est une appli française qui est assez connue et qui est notamment dans pas mal de plateformes de voitures, etc. Sinon, il y a l'appli Radio King. Et ça, elle est vachement bien parce qu'elle te donne le titre et la vignette de ce que tu es en train d'écouter. C'est exactement comme du podcast, en fait. Donc, l'appli Radio King. Et puis, petit à petit, j'espère être bientôt sur TuneIn, peut-être sur les assistants vocaux. Et tu peux suivre aussi l'audience de cette radio? Oui. Bon, pour l'instant, on va pas se mentir, hein, c'est pas, c'est confidentiel. En fait, ça marche dès que j'en parle un peu, dès que je fais un peu de pub, les gens se connectent pour écouter. C'est des interviews qui sont déjà passées aussi, donc les gens qui écoutent mon podcast, ils ont déjà écouté ça. Mais je pense que comme c'est des interviews tellement intéressantes que parfois elles méritent d'être réécoutées. Ça va les chevilles, on est bien. C'est pas moi qui parle, c'est les invités. On a parlé très brièvement tout à l'heure de la creator economy. J'aimerais qu'on conclue là-dessus. Donc, creator economy, des gens qui ne sont pas forcément journalistes, justement, et qui créent leur propre média, que ce soit un podcast, une newsletter, une chaîne YouTube, une chaîne TikTok, bref, qui ont parfois une expertise égale, voire supérieure à celle de certains journalistes de métier, qui ont aussi un talent pour communiquer, pour partager cette expérience, cette expertise avec une audience. Qu'est-ce que ça t'évoque, ça aussi? C'est un peu ce qu'on appelait les influenceurs à l'époque. Ouais. On a fait des voyages de presse, toi et moi. On dit plus influenceur? C'est un gros mot maintenant. Disons qu'il y a une certaine Magali B qui a fait un peu pas mal cassé de le game mal à ce terme. Et même si, dans un sens, ces créateurs de contenu sont aussi influencent l'opinion, les habitudes d'achat, j'en sais rien, font de la recommandation, bref. Mais bon, on les appelle les créateurs de contenu. On les a connus, toi et moi, à leur tout début. C'était des blogueurs, le tout début de Dailymotion, de YouTube. Maintenant, toi, tu es quand même passé de l'autre côté. De leur côté à eux, d'une certaine manière. Oui, bien sûr. Ouais, qu'est-ce que ça t'évoque, ce monde et cet essor quand même assez fulgurant des créateurs de contenu indépendants? L'essor de ça, c'est incroyable, c'est génial. Voilà, moi, c'est aussi là-dessus, comme toi, que j'essaye de surfer, enfin de profiter de cette vague-là, parce que quand tu aimes entreprendre, quand tu aimes partager des trucs, c'est super. Puis avec tous les outils dont on parlait, qui permettent de le faire de manière qualitative de plus en plus, en tout cas la qualité au niveau technique, après on peut discuter Et la différence avec un contenu journalistique, tu dis, ils sont parfois plus forts que les journalistes, mais c'est normal. C'est normal. Si tu es, je sais pas quoi, tu es développeur sur une thématique très précise, tu as une expertise que n'aura jamais un journaliste, notamment un journaliste tech. Un journaliste, il est généraliste. Moi, je suis journaliste tech. Donc, je suis spécialisé par rapport à une rédaction globale qui va parler aussi de politique, d'économie, de faits divers. Je suis le spécialiste de la tech. Mais par rapport à des gens qui sont dans ce métier-là, je suis un guignolo. Je vais faire Bien sûr que je ne suis pas spécialiste. Moi, mon champ, il va des cyberattaques jusqu'au marché des influenceurs, en passant par, tu vois, par les cryptos. Ce matin, je parlais chiffrement post-quantique. Demain, je vais parler je ne sais pas quoi, etc. Il est beaucoup plus large. Donc, j'ai une expertise qui est forcément limitée. Et, voilà. Mais, donc, c'est normal que parfois des blogueurs ou autres soient... C'était tout l'intérêt d'avoir ce type de créateur de contenu, précisément. Comment on fait le distinguo entre journaliste et créateur de contenu? Qu'est-ce qui différencie un journaliste? Alors, je vais te dire un truc très simple pour la carte de presse. Moi, j'ai la carte de presse, voilà. Pour la commission de la carte de presse qui octroie la carte de presse, tu crois que c'est par la qualité de ton travail et par l'adhésion à la charte des journalistes? Pas du tout. Tu es salarié d'une entreprise de presse, tu as droit à la carte de presse. Oui. C'est pour ça qu'il y a aussi... Mais toi, tu n'es plus salarié d'une entreprise de presse. Non, donc je suis sur la lancée de Radio France. Oui. Et puis, je suis en négociation pour voir s'ils vont me la laisser l'année prochaine. Et tu pourrais faire de ta structure, celle qui produit une entreprise de presse? J'y ai pensé, mais je ne le ferai pas, parce qu'il y a trop de contraintes par ailleurs. C'est pas intéressant. Non, il y a des... Oui, ça peut avoir des avantages. Tu peux demander des subventions, des trucs comme ça. Bon, TVA réduite TVA réduite, oui, mais il y a d'autres... je sais plus, mais enfin, je m'étais penché sur le problème, mais je pense que je le ferai pas. Et de toute façon, en tant que dirigeant, tu peux pas avoir la... Si, je crois que maintenant, il y a une carte de presse pour le directeur de la publication, ou un truc comme ça. Il me semble. Ouais. Enfin, en tout cas, je le ferai pas à ce jour, mais voilà.
Après, il y a une chose. La carte de presse, c'est pas ça qui fait le journaliste. C'est important, ça peut être important. Alors, en France, à Paris, c'est important pour rentrer dans les ministères. Voilà. C'est vrai. À l'étranger, déjà, ça sert plus à rien. Moi, j'ai pas besoin de la carte de presse pour aller au CES de Las Vegas. Y a plein d'entreprises ou autres où on me demande mes papiers, on me demande votre pièce d'identité, je montre ma carte de presse, on me dit non, monsieur, ça va pas, ça. Il faut la carte d'identité. Donc, tu te dis, ouais, mais ça sert à quoi, cette carte, quoi elle atteste de quoi C'est une carte de musée, tu peux aussi aller au musée. Oui, tu peux rentrer gratuitement au musée, le musée qui coûte 8 €. Bon, je le faisais à un moment, voilà, quand j'étais fauché, maintenant je paye le musée. Il y a un côté très statutaire à la carte. Ouais, alors moi j'étais, effectivement, le jour où j'ai reçu ma première carte de presse, c'était c'était formidable, c'était génial, tu fais partie du sérail, mais je crache pas dessus, hein, pour moi c'est utile. Après les gens vont te dire, ouais, puis il y a l'abattement voilà, qui n'existe plus, enfin, c'est une déduction fiscale qui est en train de se réduire, dans quelques années il n'y en aura plus. Ouais, et puis surtout tu n'es pas obligé d'avoir la carte de presse pour avoir cet abattement, hein. Il suffit juste que plus de 50% de tes non, je te jure, il suffit juste que plus de 50% de tes revenus c'est vrai, tu as raison, proviennent d'une activité journalistique. Ouais, bien sûr. Même sans avoir ta carte de presse, tu peux avoir cet abattement. Non, mais tout à fait. Après, moi, j'en ai discuté avec les gens de la carte de presse. Ils me disent, tu sais, il y a des cartes qu'on donne dans la douleur et des cartes qu'on refuse dans la douleur. C'est pas facile pour eux non plus de savoir. Voilà. J'imagine. Ok, bon, merci beaucoup Jérôme, c'était hyper avec intéressant. Plaisir, Fonce écouter ton podcast Monde Numérique et ta radio maintenant, la radio Monde Numérique. Et voilà, on a hâte de voir comment tout ça continue d'évoluer. 100 000 écoutes en seulement 1 an et demi, encore une fois c'est impressionnant, bravo. Merci. Et bienvenue dans la Creator Economy. Salut. Merci, salut.